Bienvenue sur la libre antenne pour tous ceux qui nous suivent. C'est le retour de la deuxième partie. Donc, Alain, ce soir, spécial stratégie aéronavale et armement militaire, parce que, comme on le rappelle souvent, il y a un facteur qu'on oublie, c'est que dans cette affaire syrienne, les éléments militaires ont été déterminants pour, on va dire, l'issue qu'on connaît, et en fait, cette reculade américaine, quoi. Parce que là, tu es en train de nous expliquer clairement que les Russes disposent d'un armement ultra sophistiqué et que les Américains, finalement, ont un peu de mal. Ils font un peu pas le figure. On est étonné, mais c'est un peu incroyable, quoi. C'est-à-dire que finalement, il y a eu une bataille, on va dire, aéronavale un peu. Alors c'est pas, on n'imagine pas, c'est pas la bataille comme on l'imaginait au 19e siècle, les bateaux qui se mettent en rang et puis on bombarde les canons, c'est terminé ça. Bah oui. Bah non, maintenant ce sont des batailles électroniques, hein, puisque Voilà. c'est la simulation. Chacun sait ce que l'autre dispose, chacun peut mesurer l'autre, mesurer ses signaux amis, ses signaux ennemis, brouiller, savoir est-ce qu'il peut les brouiller, est-ce qu'il ne peut pas les brouiller, etc. Et donc, bon, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on puisse faire des batailles sans qu'il y ait de mort. Ouais, Hein, c'est des batailles qui coûtent énormément cher. Puis aussi, ça a des impacts terribles sur l'environnement parce que les sonars, évidemment, perturbent beaucoup les mammifères marins, hein, parce que tu as autant de brouillage dans l'air que dans l'eau, avec dans l'air les radars, dans l'eau les sonars. Hein. Donc je rappelle les sonars. Donc pour le radar, on envoie une onde électromagnétique et on voit la réflexion de l'onde. Pour le sonar, ben, on envoie un son dans l'eau, parce que les ondes radar ne se propagent pas dans l'eau. Et donc on envoie un son, tout simplement. Hein, tout le monde a vu des films de sous-marins, on t'entend bip, bip, bip. Voilà, bon, c'est le son qu'on envoie qui va se réfléchir sur la coque de l'ennemi et donc un peu fonctionner finalement comme un radar. Voilà. Et donc on va continuer par la technique de furtivité. Hein. Donc puisque finalement chacun est détectable par le radar, par le sonar, ben on va essayer de ne pas les employer. Voilà. Ou on va essayer de les brouiller, ou on va essayer de se cacher de ces moyens de détection. D'ailleurs, se cacher a toujours fait partie de la guerre. Hein. Tu te caches et puis tu te mets derrière un arbre. Sauf, évidemment, tu te rappelles l'émission sur le Moyen-Âge. Oui, bien sûr. Ah bah, ces chevaliers, leur truc, c'était justement pas se cacher. Pas se cacher, oui. Ouais. Ah ouais, parce que se cacher, c'était pas bien, c'était moche, c'était pas Il y avait un code de chevaleresque. valeur encore. C'est un code de valeur. Et donc, se cacher, c'était extrêmement mal vu. Mais aujourd'hui, où toutes ces valeurs ont disparu, hein, puisqu'il paraît que le Moyen-Âge, c'était des barbares, mais ils avaient des codes de valeur bien plus élevés que les nôtres. Et donc, là, aujourd'hui, ben, il s'est caché, s'est trompé. Et donc, après la déculottée de la guerre du Vietnam, eh bien, on va mettre au point des systèmes furtifs. D'accord. Hein. Alors, je sais pas si. Bon, il paraît que je prends la tête aux gens. Non, pas du tout. Mais non, on a même des questions où on nous parle justement des gens qui demandent si les Russes auraient-ils eu le budget financier pour réellement s'y engager dans cette guerre en Syrie. Bah, les Russes n'ont pas besoin de budget financier parce qu'ils disposent déjà d'une grande quantité d'armements issus de l'URSS et ils n'ont pas besoin, finalement, puisqu'ils fonctionnent par dissuasion. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Donc, Ouais. en tout cas, ça a marché, puisqu'ils ils ont pu démontrer que leurs armes étaient efficaces et que finalement les autres n'avaient pas besoin de s'y frotter. Euh, et c'est vrai que les croiseurs lourds russes sont très très peu nombreux, mais pour les États-Unis, perdre un ou deux porte-avions, c'est quelque chose qui est quand même très très difficile, Ce qu'ils serait n'ont jamais fait, traumatisant un peu en plus pour eux. traumatisant, donc ils ne pouvaient pas se frotter à ça, quoi. Ils n'ont jamais eu de grosses pertes. Bon, on a vu pendant la guerre du Vietnam, évidemment, ils ont eu des grosses pertes en bataille classique, et donc,
mais ils n'ont jamais perdu. Ils ont perdu des pilotes, ils s'en foutent. Ils ont perdu des avions qui coûtent pas cher. Hein. Finalement, ça leur a pas fait trop mal. Perdre un porte-avions, alors là, c'est une catastrophe. Et donc, ils ne pouvaient pas se permettre de ça. C'est donc la peur de la perte de ce porte-avions qui les a fait effectivement reculer. Donc, donc ça, c'est pour répondre à la question. Puis aussi une chose, les Russes vendent énormément d'armements, hein, puisque chacun a vu que la possession de ces armes était déterminante. Donc ils en vendent beaucoup et ils en produisent beaucoup. Donc ils en vendent à la Chine, évidemment, une grande quantité, à l'Inde, très grosse quantité, à l'Algérie, qui possède beaucoup de ce type d'armement, parmi les plus modernes. Et en fait, il leur suffit de démontrer comment ça fonctionne. Euh, ces armements sont pour beaucoup issus des études et des essais qui ont été faits du temps de l'URSS et du très gros effort qui a été fait pendant ce temps-là. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pu voir ça de mes propres yeux à la fin de la guerre froide, et j'ai pu constater l'énorme effort de recherche-développement qui était fait par l'URSS à cette époque-là, qui n'a rien à voir, ne serait-ce qu'avec nous, puisque moi j'ai été aussi conseiller scientifique de Sylvain Florat, qui était le fondateur de Matra, donc j'ai eu beaucoup de contacts avec Matra. J'ai pu voir un petit peu l'organisation de l'industrie de défense française avant qu'elle soit bradée et offerte aux anglo-saxons, hein. Mais j'ai pu notamment aller dans une ville qui s'appelle Kharkov, où il y avait une dizaine d'instituts de recherche militaire, Kharkov en Ukraine, employant chacun à peu près 1000 personnes. Donc cet effort était considérable. Et donc, il y avait à cette époque-là, c'était en 1990, à la fin de l'URSS, hein, il y avait dans beaucoup de domaines une très grande avancée de l'URSS en matière d'armement. Alors on dit que la guerre des étoiles a mis à genoux l'URSS, ça je ne le pense plus maintenant. C'est faux. Je pense que ce qui a mis à genoux l'URSS, c'est la trahison. C'est d'une part la volonté de certains dirigeants soviétiques d'en terminer avec la confrontation avec l'URSS et le fait que confrontation avec les USA et le fait que les USA ont réussi à corrompre un certain nombre de dirigeants soviétiques, dont Gorbatchev, pour cesser le combat en fait. Hein. C'est ça le fond de l'affaire. Hein. Et avec malheureusement mon aide, parce que moi je me suis aperçu avec le recul que j'ai servi de vecteur à ça, piloté par un parti communiste dont on sait qu'aujourd'hui c'est un parti de trahison, et que on m'a envoyé là-bas en poisson pilote pour essayer en fait d'évaluer, de savoir exactement ce qui se passait dans cette recherche militaire soviétique. Voilà, malheureusement. Bon. Donc, pour répondre à la question sur l'URSS, alors on peut, sur la Russie, on peut aussi spécifier aujourd'hui, c'est que les Chinois qui disposent de très gros moyens financiers ont décidé il y a peu de temps d'aider, de supporter l'industrie militaire russe, parce qu'ils en ont besoin. Hein. Oui, ils ont besoin de cette technologie russe, en fait. Voilà. Ils ne sont pas aussi avancés, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ils ont besoin de la technologie russe. Alors, bien sûr, les Chinois font beaucoup d'efforts, mais ils ont pris un retard considérable. Alors, c'est un retard qui se rattrape pas comme ça. Hein. Les Russes sont dans la technologie militaire depuis la guerre avec les nazis. Donc, ils n'ont pas cessé d'améliorer leur système d'armes. Et donc, les Chinois, ils arrivent un peu en retard là-dessus. Alors, pour reparler des Chinois, si tu veux, à un moment donné, ceux-ci avaient l'idée d'utiliser de la technologie française. Alors, on va parler de la technologie française parce que dans les systèmes d'armes, il y a
la technologie états-unienne, la technologie russe et la technologie française, qui est aussi une technologie particulière et qui, à un moment donné, a intéressé les Chinois. Et peut-être on va continuer. Hein. Oups, je remets mes guillemets là-dessus. Et donc, on va parler de la furtivité, c'est-à-dire la manière de ne plus utiliser ces avions qui sont Alors là, c'est facilement la vue 17. étendus, la vue 17. Donc, c'est le premier missile de croisière ALCM. Alors ça, c'est le premier missile de croisière américain. Premier missile de croisière américain qui a été mis en œuvre en 1980. D'ailleurs, on pense que c'est un missile de ce type qui a dû frapper le Pentagone en 2001. Quand on voit les descriptions qui ont été faites par les gens. D'accord, ça ressemble beaucoup à ça. Ouais. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc ça, c'est un missile de croisière lourd. Hein, les premiers missiles de croisière, ils étaient un peu lourdingues. Et donc, le but du missile de croisière, c'est de voler sous l'horizon. On voit la Terre. Hein, et donc, on voit que les radars se propagent en ligne droite. Et donc, quand on est en rasemote, on est sous le radar. Donc, on n'est pas détectable. Donc, l'idée en premier lieu, c'est que comme tout le monde est équipé de radars, les Vietnamiens, même les puissances militaires faibles sont équipées de radars et de moyens de défense antiaériens. Donc, on s'est dit que, d'une part, on va préserver le vecteur, l'humain. Donc, c'est plus l'humain qui va se présenter et qui va être prisonnier, puis que ça va poser des problèmes. L'avion, quoi. Voilà, on voilà. arrête, ouais. Donc, on va envoyer un moyen automatique qui est furtif parce que non vu, et qui va pouvoir être tiré de loin. Donc, le missile de croisière. Hein. Voilà. Donc, le premier, missile qui est américain mis en œuvre dès 1980. Et ça sert à détruire quel genre d'objectif militaire à des missiles Comment de croisière quel genre d'objectif militaire on détruit avec un missile de croisière? Comme j'ai dit, les missiles de croisière sont des premières frappes destinées à détruire les moyens de défense. Voilà, c'est-à-dire les les batteries antiaériennes, les avions, donc les aéroports, les bases aériennes ennemies et les moyens de commandement. D'accord. Hein, voilà. Alors, derrière, on voit Alors ça, c'est un tir de missile de croisière pendant la guerre d'Irak. Ouais. Un tir de Tomahawk. Donc, rapidement, derrière ce missile a été mis au point par Raytheon le Tomahawk, qui est vraiment une arme redoutable parce que elle n'est pas très chère. Hein, on a vu 560 000 $. Elle est produite en très très grosse quantité et tirée en salve. Hein, de telle sorte que finalement, ces missiles pouvant être abattus par des moyens classiques antiaériens, il y en a tellement que finalement, l'attaqué est aisément débordé. Donc, c'est des salves qui peuvent être de 50 voire même 100 pendant la guerre d'Irak et qui arrivent de toutes parts en rase-motte. Donc, si l'agressé ne bénéficie pas de surveillance par satellite, il ne peut pas. Il peut pas prévoir parce qu'on ne les voit pas donc au radar. Voilà. Il les voit pas. Et alors, ce qu'on peut dire en plus sur ces missiles, c'est que ils sont guidés par GPS. Mais si on veut détruire l'objectif avec précision, par exemple, si on veut tuer quelqu'un de particulier dans une maison donnée, détruire un centre de commandement bien particulier, on va guider ces missiles d'après un petit émetteur qui a été placé à l'endroit cible par des espions. D'accord, comme ça c'est encore mieux. Ça. Voilà. Ouais. Alors c'est un petit émetteur qui fonctionne un peu comme un téléphone portable sur les mêmes fréquences et que des espions vont placer, souvent des journalistes maintenant. Oui, Thierry, il racontait ça très bien beaucoup en Libye. Entre le métier de journaliste et d'espion, il n'y a pas de barrière, c'est la même chose.
Et on a vu par exemple en Irak, hein, on a d'ailleurs plutôt en Libye, En Libye, ouais. Ouais. un journaliste allemand a été pris avec le fameux matériel et expulsé. Alors, il y a des petites histoires là-dessus parce que ces systèmes émetteurs ont été beaucoup utilisés en Yougoslavie pour aller détruire précisément, avec une grande précision, tel pont ou tel immeuble de commandement particulier, et que les Français à l'époque, la France ne faisait pas partie du commandement intégré de l'OTAN et n'était pas sous les ordres des États-Unis, qu'elle est maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, la France avait demandé de faire partie de l'état-major, c'est-à-dire de discuter des cibles au plus haut niveau. Et ce faisant, elle connaissait, évidemment, elle avait pris connaissance de toutes les cibles qui étaient discutées. Et à l'époque, on avait quand même une politique un peu indépendantiste, et tous les renseignements qui étaient pris là étaient donnés aux Serbes, en quasiment temps réel. Ah bon? Voilà. Pourquoi? Au nom de quoi? D'une amitié franco-serbe? Au nom d'une amitié franco-serbe et d'une inimitié franco-américaine. Donc c'était d'abord sous Mitterrand qui haïssait les Américains, et en plus, après, sous Chirac, qui haïssait d'autant plus les Américains. Donc il y a toute une organisation qui s'est mise en place entre la DGSE et les services serbes pour faire transiter les informations et les emplacements et les Ils nous en veulent, commandos. les Américains, sur ça ou pas? Comment? Ils nous en veulent un peu quand même sur Ah ça. bah ils nous en ont voulu, ouais, ça c'est vrai. Et donc il y a une petite histoire qui concerne le missile qui a frappé l'ambassade de Chine. Oui, c'est Je ne vrai. sais pas si tu t'en rappelles un Bien petit sûr, peu. je m'en rappelle très Et bien. Ouais. finalement, avec l'assentiment des Chinois, finalement, l'émetteur a été placé là par les services serbes. Tu vois? Et donc les Américains, ils n'ont jamais compris comment ils ont frappé l'ambassade de Chine alors qu'ils ne voulaient absolument pas le frapper. Ah, les Chinois étaient au courant, donc Les ils ont Chinois étaient au courant. il n'y a pas eu de mort, ils ont évacué Si, il y a eu l'ambassade. 2 morts, mais ils s'en foutent. Hein. Sur 1 milliard, un de plus, un Quand de même. moins. Non, mais ça c'est leur problème. Mais où ils l'ont su après, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait un très grave incident diplomatique Ouais. du fait que les Serbes avaient une connaissance précise des objectifs qui étaient alloués. Hein. Et donc, tout le monde connaît l'histoire du commandant Guinel, qui a d'ailleurs écrit Le pain d'Aquette avec Thierry Messant, hein, qui a été arrêté, mis en prison pour haute trahison, qui a fait 1 mois de prison pour haute trahison en temps de guerre. Ah là, c'est incroyable. Il y en a d'autres qui devraient être en haute trahison. Non, mais donc, il travaillait sous ordre, et puis bon, a posteriori, des protagonistes de cette histoire m'ont raconté leurs affaires, que ce soit des services français ou des services serbes, et on a pu me raconter comment tout ça s'était passé, comment on avait on avait finalement trompé les États-Unis, même les bombardiers B2, on va parler des furtifs, Ouais, hein, bah oui. les bombardiers furtifs B2 qui ont été utilisés contre la Yougoslavie et qui étaient invisibles par les Alors ça, Yougoslaves. c'est la vue 18-1 en plus, on l'a en vue Oui, de. mais on la verra plus tard. Ah, d'accord. Hein. Et donc, les furtifs. Ah bah si, il est là. Il est là, c'est pour 18 ça que ans, je ben dis, voilà. ouais, ouais. Voilà. Donc Le encore un fameux. furtif. Alors, le furtif, c'est quoi? C'est un avion qui a une forme particulière Ah bah, qui il ne fait très. Alors là, reflète pas le radar. c'est un avion conspirationniste en soi. Hein. Conspiration. Ça fait très. Alors, si tu veux, C'est comme les ananas, c'est interdit normalement les avions comme on ça. sait que pour refléter un rayon radar, faut des coins. Ouais. Comme ça, hein, faut des coins. Donc, il y a des formes qui font, parce que bon, le radar, on envoie une onde et elle se réfléchit. Et il elle faut qu'il y ait renvoie, une partie ouais. qui se réfléchisse en direction de la source. Ouais, ouais. Mais si elle se réfléchit par là, puis il n'y a rien qui vient par là, bah, tu ne vois pas. Ouais. Hein. Donc, il y a une signature radar très faible. En plus, il a une peinture spécifique qui absorbe le rayonnement radar, qui ne le renvoie pas.
Hein, c'est comme tu vois le mur noir. D'accord, ouais. Il absorbe la lumière. Ouais, ouais. Voilà, la lumière, bon, on envoie la lumière, donc quand c'est du blanc, ça Ça réfléchit, réfléchit, vers la caméra, ouais, tout à fait. toute la lumière qu'il y a là est réfléchie. Quand c'est du noir, c'est absorbé. Voilà. Donc ici, donc cet avion est noir. Et on voit que les réacteurs sont sur le dessus. D'accord. C'est-à-dire que quand on voit qu'il n'y a pas seulement des radars, mais des missiles qui, qui observent la signature thermique, hein, qui regardent le flux, le chaud du réacteur, hein, comme Ouais. avec des systèmes de détection infrarouge. On voit que les moteurs sont sur le dessus, donc par en dessous on ne les voit pas bien, mais tout ça on le voit par au-dessus. Donc un avion comme ça est visible par satellite. D'accord. Par satellite, ça sert à rien en fait. Alors voilà, ouais, ça c'est visible par satellite. Donc c'est visible en vision par satellite. Et c'est visible par sa traînée de réacteurs. Mais alors, il y a un truc sur cet avion, parce que moi j'ai vu Donc ça sert plus à rien quand tu as un satellite. mais sur ces fameux B2, moi j'ai vu une vidéo de Jean-Pierre Petit, le fameux Jean-Pierre Petit, le chercheur, le physicien, qui explique et qui nous montre en fait une vidéo de Northrop. Northrop, c'est le fabricant du B2, qui, selon lui, après son analyse, nous explique que les Américains bénéficieraient d'une technologie qui s'appellerait la MHD, la magnéto-hydrodynamique, et que ces avions en seraient équipés. Oui, je pense que c'était sur un ou deux prototypes. D'accord. Hein, parce que la MHD, là, on rentre peut-être dans autre chose, c'est une méthode de propulsion qui consiste à faire un plasma de l'environnement de l'engin, hein, et que donc de rendre conducteur l'air. Exactement, Hein, c'est hein, ça. et on rend conducteur l'air en arrachant des électrons, donc ça fait un plasma et on peut par énergie magnétique expulser ce plasma vers l'arrière. Donc en fait on prend de l'air, hein, on en fait un plasma et on le jette derrière. Donc on avance de cette manière. Mais le problème, c'est que cette MHD nécessite de très très grosses quantités d'énergie. Et aujourd'hui, on ne sait pas embarquer ce type de quantité d'énergie pour pouvoir utiliser. Alors c'est vrai qu'il y a des photos où on voit des B2 Voilà, avec une un bulle, environnement voilà, une espèce de bulle de un plasma. peu. Exactement, exactement. Alors, il faut dire que ces fameux B2 étaient détectés par les satellites d'observation français et leur position était donnée aux Serbes, D'accord. qui ont pu en abattre un certain nombre. Donc On leur a les fait à Américains l'envers quand même aux Américains. ont avoué un B2 abattu, mais en fait, il y en a eu plusieurs qui ont été abattus grâce aux Français. Donc à cette époque-là, on n'était quand même pas des marionnettes. Mais on a fait double jeu quand même sur cette affaire. Complètement parce que, double jeu, comme souvent d'ailleurs. Bah ouais, parce que d'un autre côté, on était soi-disant quand même avec les Américains de façade. On était avec. Donc on faisait double jeu, on refilait les infos aux Serbes. Ah oui, je savais pas ça. les infos aux Serbes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, ils doivent nous en vouloir, vraiment. Ah oui, je comprends Pas pourquoi. les Serbes, hein, Ah ouais, les Américains. Ouais. Ah oui, non, les Serbes, non, les Serbes, ils doivent au contraire dire que c'est français. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pourri notre Perrier, donc ils ont mis en rétorsion des traces d'hydrocarbures dans le Perrier qui a fait plonger la boîte, hein, Perrier, hein, ça l'a fait plonger. Ah, le fameux benzène qu'on a retrouvé, Perrier, effectivement. Oui. Ouais, Ah, c'est une vengeance due à ça? Ah non! Une vengeance, peut-être pas due à ça, mais une vengeance générale. D'accord. Tu vois, Oui, parce que le Perrier, il y a le benzène qui a tu sais ce qu'on leur a fait après? Non. On leur a mis du fongicide dans leur Coca-Cola. Non. Oh, bah si. C'est vrai? Ah bah ouais, on leur a pourri leur Coca-Cola. Mais on n'a pas trop parler de ça. Oh si, on a parlé qu'il y avait du fongicide dans le Coca-Cola. Bah moins médiatique que le Perrier, quoi, du coup. Ah bah écoute, tu me pourris mon Perrier, je te pourris ton Coca. C'est ça les batailles de service secrets. Oui, les scoops sur Meta TV, en tout cas. Bon, donc ça c'est l'histoire du B2, magnifique avion qui sert à rien. Quand tu as un satellite, donc, tu les vois tout de suite, en fait. Ça coûte tellement cher en plus, donc ça sert à rien. Donc on a vu la furtivité, hein, de ne pas être vu par l'ennemi, et
la meilleure façon, c'est de voler en radar. D'accord. Hein, voilà. Donc, maintenant, on va parler du radar. Le radar. Rappelle-toi de la blague de Jean Richard sur le radar. Bon, Non. je sais plus. Bon, Ah, le radar. Bon, donc, le moyen classique après la guerre pour détecter des engins aériens, ça a été le radar. Donc, les premières batteries anti-aériennes ont été utilisées des radars. d'accord, c'est une invention britannique, hein, le radar. Hein, non? Alors, il y en a qui disent c'est britannique, il y en a qui disent que c'est français, parce que moi Ouais. j'ai bien connu Henri de France, qui était un ami, qui est l'inventeur de la télévision couleur procédé SECAM, et qui dit que c'est lui qui a inventé des radars vraiment opérationnels et dont les brevets ont été rachetés par les Anglais. Mais bon, Ah, alors est-ce que c'est les Anglais, les Allemands ou les Français qui ont inventé le radar? Tout le monde a trouvé ça à peu près en même temps. Et donc le problème du radar, c'est que quand l'avion est pris par un faisceau de tir radar, mhm. hein, ben, il le sait tout de suite. Tu vois, Ah, l'avion oui. y arrive, puis tout d'un coup, paf, il est pris par le radar. Et donc, alors, l'arme pour répondre à ça, tout de suite, hein, ça a été la mise au point de missiles guidés par le radar de la DCA. Donc le type, il est dans son avion, il voit tout de suite qu'il est pris par un radar de tir, et il envoie un missile qui lui est guidé par ce faisceau de Ah, par radar ce et signal. qui va détruire le radar de tir. D'accord. Voilà. Donc, on Ça, c'est voit que ça, les fameuses, c'est ça les batteries anti-aériennes. C'est comme ça les que ça batteries fonctionne. antiaériennes, donc en Yougoslavie, c'était ça le problème, puisque les Yougoslaves étaient équipés de batteries anti-aériennes classiques par radar, par les SAM-7, et que la plupart de ces batteries ont été détruites justement par ces missiles anti-radar. D'accord. Voilà. Donc là, on voit sur une vue, la vue 19, hein, c'est Oui, une la vue, vue c'est une 19. batterie. Alors, c'est une batterie de guidage, ça. C'est ça les Alors, fameux. on voit le radar qui est au milieu et on voit les différents missiles qu'il y a autour. Ça, c'est une batterie égyptienne pendant les guerres du Kippour. Et donc, tout ça a été extrêmement facilement détruit, puisque, évidemment, ce faisceau radar est visible comme le nez au milieu de la figure. Donc, D'accord. Donc, il suffisait d'envoyer donc ce missile en fait suivre et carrément qui le suit le faisceau signal radar. et qui va direct sur le signal qui détruit. Qui va direct sur le signal. Voilà. Alors après, on a trouvé une parade, c'est-à-dire que dans ces premières batteries, il y a le radar et la rampe de lancement en même temps. Et après, on a déporté le radar de la rampe de lancement. Ouais. Hein, on faisait une triangulation et même on pouvait mettre 2 radars ou 3, hein, et la rampe de lancement à part. Donc on peut détruire un radar, Radar. mais on peut lancer des missiles avec un autre à côté. Donc ça, c'est des manières de se départir D'accord. de ça. Donc bon, bah tout ça, on sait que ça n'a pas bien marché, quoi. Ça n'a pas bien marché. Bien que quand même les Vietnamiens, ils ont détruit quand même quelques avions avec ces missiles. Hein, bon, quand même. Donc ça a marché un peu, mais avec des limites. D'accord. Donc on voit que par exemple ces types de batteries possédées par des pays militairement pauvres, Les Serbes aussi, ils avaient ça ou... les Serbes ils avaient ça, les Égyptiens, les Irakiens, tout ça avaient des trucs comme ça qui ont été aisément détruits par des salves de missiles de croisière. Ouais, d'accord. Ouais. Puis après, bon, on n'en parle plus, les autres peuvent rigoler. Une fois que ça c'est détruit, une fois que toute la défense du pays, donc on va utiliser donc des avions avec des bombes à guidage laser. Ouais. Hein, alors là, c'est moins cher, la bombe à guidage laser, donc elle est amenée, donc il n'y a plus de défense aérienne, la bombe est amenée au-dessus, c'est ce qu'ils appellent les frappes chirurgicales, tu as vu ça, voilà. Donc, mais la bombe a des moyens de vol, de changer de direction, Mhm. et va suivre un spot laser qui a été
on va éclairer la cible avec un spot laser. Et ce spot laser, la cible est éclairée par ce spot laser par des commandos qui sont au sol. Ah, ce sont les commandos au sol qui posent comme une espèce de balise laser Non, en c'est fait. même Hein. pas au sol. Ils utilisent par exemple des armes à faisceau laser, Ouais. comme ils ont des armes de tir à faisceau laser, hein, pour aller éclairer la cible. D'accord. Hein, donc ça fait un spot avec une fréquence bien particulière et la bombe va suivre ce spot laser. D'accord. Ah, ça nécessite quand même des hommes au sol, quoi. Ça nécessite des hommes au sol, mais bon, tu peux mettre des journalistes, hein, ça sert beaucoup Ah, bah oui. hein, pour faire ce travail on appelle ça au journalope, hein, c'est travail d'espion qui permet de détruire. Voilà. Voilà. Hein, bon. Alors après, c'est la vue numéro 20, c'est ça, c'est un missile là, que tu vas nous présenter, c'est ça? Hein, C'est un missile que tu vas nous présenter? ouais. Alors bon, là, on a vu donc les méthodes d'agression, la furtivité, le vol en rase-motte. Maintenant, on va passer sur des technologies françaises, un petit peu, pour parler des systèmes tir et oubli. Donc, on a vu que chaque missile était facilement identifiable par l'onde radar, L'onde radar, ouais. soit qui était au sol et qui le guidait. Hein, ça, c'est terrible. Donc, on voit que, par exemple, j'ai parlé avec des Yougoslaves. Hein, dès qu'ils envoyaient leur missile et que le radar avait traqué l'avion, donc ils l'envoyaient et puis, pouf, ils fermaient le radar. Puisqu'à la fin, de toute façon, le missile antiaérien, il finit sa course par la signature thermique du truc. Hein. D'accord. Donc il termine comme ça. Bon. Donc ça, c'était des trucs finalement pas très efficaces. Donc pour se départir de ces problèmes-là, on a inventé le shoot and forget, c'est-à-dire le tir et oubli, c'est-à-dire le système d'armes autonome. Il n'est plus guidé par un radar, il est guidé par rien du tout, il se débrouille tout seul. Donc, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, hein, on lui dit, voilà, il faut que tu trouves ta cible par là, lui il se débrouille pour la trouver, et il n'est plus guidé par rien. D'accord, c'est Voilà. incroyable ça, d'accord. Hein, shoot and forget. Et donc, c'est une technologie française qui a été mise au point par Matra dans les années 70. Donc, il faut savoir que Matra est issu de la volonté du général de Gaulle à ce que la France se dote de moyens d'armement autonomes. Et donc, dans cette recherche d'armement, la France a aussi développé des systèmes d'armes particuliers, différents des Russes et différents des Américains, dont ces fameux systèmes tir et oubli. Hein. Donc, tout le monde a entendu parler des Exocet. Ah bah les Exocet, c'est connu. Ouais. Ah bah, c'est connu parce qu'on a réussi à couler 2 navires britanniques quand même. Ah ouais? Ah bah oui, Eric, tu te rappelles de la guerre des Malouines? Bien sûr. Bah voilà. Et c'était les Argentins, ils avaient des Exocet. Les Argentins avaient des super étendards équipés d'Exocet. D'accord. Voilà. Et avant, alors, il faut dire que comme on était dans l'OTAN avec les Anglais, on n'avait pas fourni les systèmes de contre-mesure aux Anglais. Encore une fois, on leur a fait à l'envers là. À oui, chaque parce fois, on qu'il est faut les... savoir que on leur- par un missile qui va terminer sa course comme l'Exocet avec son radar, hein, pour identifier à l'époque, donc il y avait que cette manière d'identifier la cible par le radar. Ouais. Donc il termine sa course et donc il envoie il envoie des impulsions bien particulières, hein, si tu veux, pour savoir que ce qu'il va recevoir, c'est bien ce qu'il a envoyé. Hein. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire quand il reçoit des émissions radar venant d'un missile ennemi, il va le brouiller. Ouais. Il va brouiller ou aveugler. C'est-à-dire il va envoyer une grande quantité d'émissions radar, l'autre il va rien voir, un gros truc, il va plus savoir le missile, il comprend plus rien. Donc il faut, c'est lui envoyer une fréquence bien particulière, avec un signal bien particulier, d'envoi tic 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 touc tic tic tic, tu vois, bien vu, parce que en fait comme il a
euh, euh, le même système qui envoie et qui reçoit. Tu vois, donc il envoie, il attend, il reçoit. Bon. Donc, quand tu connais la fréquence de ce truc-là, tu peux lui envoyer des leurres au missile. Mais quand tu ne sais pas, tu ne peux pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contre-mesures. Donc tous les missiles de l'OTAN, toutes les contre-mesures sont déposées. Et tout le monde sait, voilà, On mes peut pas missiles, s'attaquer entre nous, quoi. on va pas s'attaquer. Mais là, les Anglais, ils ne les avaient pas. Ah, Voilà. donc ils étaient piégés. Donc du coup, Ils étaient piégés. les missiles argentins atteignaient leur cible, ils pouvaient pas les Alors, échapper. il y a deux choses. Il y a la tactique aussi, parce que les premiers exocets avaient que 42 km de portée. Et donc, tu te rappelles de cette bulle qui est du dispositif maritime, et que finalement, on va rejeter à l'extérieur de cette bulle les portées de l'ennemi. De telle sorte que, par exemple, si le missile fait 42 km, la bulle elle va faire 60. Donc, les Argentins ont trouvé une tactique, d'ailleurs, qui a sacrifié un certain nombre d'avions, qui est celle de mettre des étendards les uns derrière les autres, avec l'Exocet qui est le dernier, de telle sorte de faire la même, d'avoir le même point radar, si tu veux, avec les avions les uns derrière les autres. Donc ils ont pénétré comme ça dans la bulle anglaise. Donc ils ont abattu le premier, ils ont abattu le deuxième, il y en avait toujours un autre. Et donc quand le dernier avec l'Exocet a été à la portée, donc il a balancé son missile et il est tout de suite sorti, quoi. Hein. Et les autres, comme ils n'avaient pas les contre-mesures, bah, ils l'ont pris. Donc il y a eu 2 navires britanniques qui ont été coulés comme ça. Et ça a fait un incident diplomatique entre la France et la Grande-Bretagne. Et à ce moment-là, on a été obligé de livrer les contre-mesures. Et après, ça a été terminé. Voilà. Ah oui, parce qu'en fait, oui. Parce que si on n'avait peut-être pas continué à leur livrer les contre-mesures, ils auraient abattu plus de bateaux britanniques, alors ça se trouve. Bah oui. Bah oui. Alors, oui. C'est pour ça que à partir de là, la France s'est dit, on ne va plus faire de missiles avec une approche radar. Tu vois, hein? On va faire des missiles avec une approche optique. C'est-à-dire, on va adopter le missile de moyen de vision et d'identification par la vision de la cible. Donc c'est là que tous les grosses têtes de Matra se sont mis à réfléchir là-dessus. Et il faut dire que la France avait une avance dans ce qu'on appelle l'analyse d'image, c'est-à-dire la capacité de traiter une image et de déterminer automatiquement sa signification. Hein. Moi, j'avais une entreprise qui était spécialisée là-dedans et qui était, donc nos caméras étaient chargées de lire de textes, des identifiants dans les systèmes postaux. Mais on sait que en analyse d'image, tu peux faire des analyses de scènes complexes, hein, voir ce qui se passe, identifier et déterminer. Donc le système consistait à rentrer dans la mémoire du missile les profils des navires, de différents navires, le profil de la cible, de manière à dire, voilà, tu vas prendre celui-là et puis tu vas le reconnaître. Donc ces missiles étaient des missiles complètement tir et oubli, autonomes. Hein. Voilà. Pas besoin d'être tiré d'un avion aussi, on peut le tirer comme ça, celui-là. Alors, en fait, donc on a fait 2 types de missiles comme ça. C'est l'automate et le scalp. Hein. D'ailleurs, là, je ne suis plus très bien mon truc parce que dans la vue 21, on va. Alors la vue, la 21, ouais, on va la montrer. On montre un peu comment fonctionne un radar. Hein. Alors donc c'est une petite animation, on voit donc il y a un signal qui est émis, on va dire, par une espèce de borne là, une antenne, une parabole, donc qui se reflète qui va se refléter sur un engin. Donc la plupart du reflet va aller dans toutes les directions, mais il va y en avoir une partie qui va revenir. Qui va revenir, d'accord. Voilà. C'est exactement ici comme la lumière. Hein. Ouais. En fait, d'abord on voit après ce que c'est qu'une antenne radar. Alors ça c'est la vue 22, on voit une antenne radar. Donc une antenne radar, on en a tous vu déjà. Dans la couronne captée
le faible signal Qui revient. qui revient et qui va être amplifié par le milieu qui va revenir et être amplifié. D'accord. Ça, c'est le système radar. Ça, c'est un radar militaire, donc Ça, c'est un radar militaire, mais c'est un radar militaire de longue portée. C'est un type radar de surveillance. De surveillance d'une agression générale, quoi. Parce que ce type de radar, donc par exemple, un pays comme la France, on en est doté un peu partout. On en est bardé. Voilà, il y a des radars partout, quoi. On observe tout, absolument tout. Alors sur la vue 23, on va voir une tête. Alors oui, une tête d'un yaconte qui est aussi guidé par le radar. On voit au début la pastille noire, qui est un système qui balance, qui est le capteur final d'identification qui va en terminer. Et donc, c'est là où se jouent ces fameuses contre-mesures. D'accord. Lui, il va envoyer des impulsions selon une fréquence bien particulière, une amplitude bien particulière, qui lui est propre, codée, et qui va essayer de retrouver dans un brouillard, parce qu'il va être brouillé par les autres. Oui. Mais dans ce brouillard, il va reconnaître ce qui lui il a émis. D'accord. Mais si tu connais la fréquence de ce truc-là, c'est comme un code, tu connais le code, évidemment, c'est la contre-mesure. À ce moment-là, tu peux facilement annihiler cet engin. Donc c'est ces fameuses contre-mesures qui doivent être déposées chez tous les engins de longtemps et connus par tout le monde. D'accord. Depuis justement le coup des Malouines. On leur a fait des sacrés coups parce que même la première guerre d'Irak, il me semble aussi, il y a eu le même problème avec les radars Thompson qui captaient les fameux avions furtifs américains alors que parce qu'ils étaient trop perfectionnés, semble-t-il. Et donc là, on voit sur la vue 24, puisqu'on est toujours dans le radar, on voit les différentes fréquences. Donc, alors ça, c'est quoi? C'est un spectre de radar? Donc ça, c'est un spectre d'ondes électromagnétiques. D'accord. Donc on voit en mégahertz, là on commence à voir des ondes radio. Ouais. Et puis on voit des ondes qui vont être de plus en plus courtes, qui vont être utilisées d'ailleurs pour des tas d'applications différentes, que ce soit des applications de transmission, de téléphone portable. Téléphone portable, on est en gigahertz. Donc c'est des ondes très puissantes, enfin très dures. Elles ne sont pas puissantes, heureusement, mais c'est pas bon de les mettre sur l'oreille. C'est proche des fours à micro-ondes, la fréquence. Et donc on voit que les ondes radar sont des ondes millimétriques ils sont bien déterminés, bien particuliers dans le monde pour utiliser. Alors tout ça, les plages d'utilisation sont déterminées dans des associations internationales pour dire voilà, vous utilisez telle plage pour ça, telle plage pour ça, tout ça. Et là on voit que le visible, on voit l'arc-en-ciel, donc c'est aussi une onde électromagnétique. Le visible, ça c'est pareil, c'est comme les ondes radar, mais d'une autre fréquence, mais qui fait que notre œil est capable de les percevoir. Notre œil les perçoit, c'est pour ça qu'on appelle ces ondes-là le visible. Et donc on va voir que ce visible-là, c'est-à-dire quelque chose qui est émis naturellement par la lumière du jour ou par le corps, on émet la chaleur des rayonnements infrarouges, va être utilisé pour aller identifier une cible, le rayonnement infrarouge. Et c'est comme ça que nous, on va faire nos missiles sophistiqués. Voilà. Donc 24. Et donc, on va voir... Alors la vue 25. 25. Ça, c'est un missile soit anti-char, soit en contre-avion à basse altitude. Et la tête est une tête thermique. Donc là, la tête n'est guidée que par la chaleur de l'engin à détruire, soit l'avion, soit le char. D'accord. C'est-à-dire, cette chaleur est mise par son moteur. C'est-à-dire, lui, je vois l'avion passer, je balance mon truc et il va chercher la Voilà, donc lui, c'est déjà un tir et oubli. D'accord. Tu vois, Là, c'est des soldats américains, donc, ça. Oui, ça c'est américain, mais tous les pays possèdent ce type d'armes. D'accord. Tout le monde en possède. Et donc,
Bah, c'est des types d'armes assez redoutables parce qu'elles ne sont pas détectables. Elles ne sont pas détectables comme les types d'armes utilisant des radars. D'accord. Hein. Voilà. Donc c'est des types d'armes. Bon, il n'y a pas de caméra infrarouge, hein, c'est juste, il va chercher une source de chaleur. Donc quand je bossais avec les types de Matra, ils avaient mis au point un missile, parce qu'on va voir derrière. Alors bon, c'est plus loin, on va voir qu'il y a. Ah, si dans la vue suivante, Alors, il y a la contre-mesure thermique. oui, parce que dans la vue suivante, c'est un avion. Oui, un avion avec contre-mesure thermique, si on peut la passer. Ah bah c'est la 25 plus 1. Voilà. Et donc on voit que la contre-mesure de ça, c'est de balancer du phosphore. Hein, Ouais. donc on voit l'avion. Ah bah on voit l'avion qui balance le phosphore. Qui voilà. balance le phosphore, donc il va leurrer le missile, hein, qui peut suivre les particules de phosphore et non plus le moteur. Donc il va passer à côté. D'accord. Hein, voilà un peu le. Il y a toujours la contre-mesure du système. D'accord. C'est pour ça que finalement, si tu veux faire un missile qui ne soit pas leurré avec des capteurs idiots, il faut faire des capteurs intelligents. Puis les capteurs intelligents, c'est des caméras, en fait, qui vont identifier par logiciel l'objectif et qui ne vont plus être leurrables, qui vont pouvoir voir la différence entre ce qui est à une contre-mesure et l'avion lui-même. Qui va déterminer la forme de l'objectif. Oui, d'accord. Lui, on pourra pas. Parce que là, en fait, oui, le phosphore, donc c'est pour ça qu'il balance du phosphore. Il balance du phosphore toujours pour duper ce type de missiles qui fonctionnent par la source thermique. Donc on va voir sur la vue suivante, c'est la 26. 26, ouais. La 26, on va voir, donc là il y a deux vues. Une vue la nuit, en dessous par un éclairage normal, et en haut une vue donnée par une caméra thermique ou infrarouge. C'est pas l'inverse plutôt, non? C'est pas non, puisque en fait on voit bien le corps humain qui est chaud. Donc on le voit alors qu'on ne voit pas l'environnement. Oui, dans la vue 2, enfin dans la vue du dessus. Dans la vue du dessus. Voilà. Donc on voit bien le corps humain qui émet lui-même. D'accord. Hein, parce que aussi on peut utiliser aussi un éclairage infrarouge. Mais si tu utilises un éclairage infrarouge, évidemment tu ne le vois pas avec l'œil, mais tu le vois avec une caméra infrarouge. Ouais. Ça, à un moment donné, on a utilisé ça, mais ça ne marche pas, puisque tu peux voir tout de suite le type qui possède un éclairage infrarouge. Donc ça ne marche pas. Tandis que si tu prends une caméra thermique infrarouge, à ce moment-là, tu peux voir toute chose chaude. Des véhicules et des corps humains. Ouais. Donc toute chose intéressante pour aller cibler en cas de guerre. D'accord. Hein, voilà. Et donc, c'est comme ça que la France a mis au point d'abord deux types de missiles. Alors ça, c'est la vue 27. Hein. 27, c'est donc un missile mis au point par Matra, par mes potes de Matra, qui est le premier missile entièrement autonome, tir et oubli. Donc c'est un missile anti-navire automate. D'accord. Hein, d'ailleurs, il était tellement cher qu'il n'a même pas pu être acheté par la France. Il était acheté par l'Arabie Saoudite, des pays comme ça. Enfin, c'était un truc qui coûtait la peau des fesses parce que, en fait, c'était un missile qui a été, pour les prototypes, à reconnaissance visuelle complète. D'accord. Hein, donc, il était tiré comme missile de croisière, c'est-à-dire au ras des flots, même en suivant la vague, et arrivé près de l'objectif, il montait, il faisait un tour pour aller reconnaître ses cibles par vision. Hein, voilà, donc c'est ce missile automate de Matra et qui a été offert comme un cadeau aux Anglais. Puisque Matra est rentré dans une société qui s'appelle EADS, et puis donc en militaire c'est MDA,
Oui. qui est un consortium avec British Aerospace, Finmeccanica en Italie et Dornier en Allemagne. Donc voilà, c'est plus de la technologie française. Je répète que cette technologie a été voulue par le général de Gaulle Les pour européistes assurer diront c'est l'Europe. hein, C'est voilà. l'Europe. Mais ça, c'est pas C'est eux le- qui ont mis ça au point, c'est quand même nous. C'est quand même nous. Voilà, Ouais. c'est quand même un effort d'ingénieurs français. Et donc, de l'automate a été tiré derrière le 28, C'est le fameux le 28, le c'est le fameux fameux scalp. scalp. Voilà. à 1 million d'euros pièce. Alors le scalp, lui, vaut cher. Hein, ouais. Ouais. Et l'armée française, ils en ont des scalps. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, puisque derrière, tu vois sur le 20, tu vois Sur le 29, ouais, un un Rafale. 29, un Rafale équipé de scalp. D'accord. Hein. Et donc, Donc Rafale, c'est fabriqué par Dassault, c'est bien ça. Dassault. Voilà. Alors, parce que quand j'étais conseiller de Sylvain Foirin, Sylvain Foirin m'avait raconté qu'il avait passé un deal avec Marcel Dassault, Ouais. hein, parce que Foirin avait Breguet Aviation, qui appartenait à son groupe, et donc il s'était mis d'accord avec Dassault. Toi, tu fais les avions, moi, je fais les missiles. Toi, Dassault, tu feras pas de missiles. Hein, moi, Matrin, je ne ferai pas d'avion. Donc, ils ont fait ce deal-là pour se partager le Pour se boulot. partager le truc. Ok. Voilà. Et donc, les missiles Matrin équipaient les avions d'assaut et chacun était content. Et De Gaulle était très content parce que c'est ce qu'il voulait, que la France se dote de moyens sophistiqués de défense, c'est-à-dire de moyens qui étaient similaires à ceux de l'URSS et des États-Unis. Alors, ça a été critiqué le Rafale parce qu'on nous dit que personne n'a voulu l'acheter, etc. Il est trop cher. Alors c'est quoi l'histoire du Rafale? Non, l'histoire du Rafale, parce que les Américains ont interdit quiconque d'acheter des Rafales. Oui, parce que c'est un peu ça. À chaque fois, tout le monde veut nous en acheter et ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, parce que tu sais bien qu'ils nous écoutent, qu'ils savent tout. Bah oui. Et donc ils disent, tiens, si tu achètes des Rafales, il va t'arriver des bricoles. Donc, Parce qu'à chaque fois, on a tout un tas de pays qui disent oui, ça nous intéresse, on veut en acheter. Puis au dernier moment, ça capote toujours. Parce qu'il faut savoir que la France s'équipant de moyens de défense autonomes, c'était quand même une sacrée épine dans le pied des États-Unis. Hein, parce que la France n'était plus dépendante. Elle n'est plus dépendante à la fois politiquement, hein, quand on n'est plus dépendant, on n'obéit pas aux ordres, et d'autre part, elle n'avait pas à dépenser de l'argent pour acheter des matériels vendus extrêmement chers, Voilà. comme les autres, comme les Britanniques, les Allemands, qui doivent se payer des fers à repasser volants à grand prix, comme l'histoire du F-35. T'as entendu parler du Joint Strike Fighter? Non, absolument pas. Ouais. Explique-nous. Eh bien, les États-Unis, il y a 10 ans, ont lancé une espèce de souscription. Ils ont dit aux gens, on va concevoir un avion de dernière génération, le F-35, Joint Strike Fighter, mais vous allez payer à l'avance. Oui, ils sont fortiches. Alors les Italiens, les Anglais, tout le monde a payé, quoi. Et ça fait longtemps qu'ils payent. Mais l'avion, ils l'avaient jamais sorti. Ah là, ils sont alors, extraordinaires. s'ils ont sorti des protos, des fers à repasser trop lourds, c'est n'importe quoi. Hein. Et en plus, les Anglais, ils ont dit OK, mais ils ont dit, oui, mais nous, on veut avoir toutes les caractéristiques techniques de l'avion, on va pouvoir le maintenir. Les Américains, ils disent, non, vous ne pouvez pas. Non, la maintenance, c'est nous qui le ferons, vous ne pourrez pas savoir comment ça marche. Alors, il y a même un moment, les chefs militaires de la Royal Air Force ont menacé les Américains d'acheter des Rafales si jamais ils ne pouvaient pas savoir exactement comment l'autre il était foutu. Ce qu'ils n'auraient jamais fait, mais c'est une menace. On ne les voit pas mettre leurs fesses dans un avion français. Mais quand même, la menace a été proférée par les Anglais qui étaient quand même très dégoûtés de jamais. Et puis ils n'ont pas ils l'ont toujours pas. Il est toujours pas sorti ce F-35. C'est incroyable ça, comme histoire. D'accord. Il y a que des prototypes. Alors, si les Israéliens
Et les Israéliens, ils ont dit non, nous, on n'en veut pas. Gardez-le. Nous, on veut des avions qui marchent. Donc les Israéliens, ils ont dit tout de suite qu'ils n'en voulaient pas du F-35. Parce que même c'est quoi? C'est le F-16, le fameux avion américain. Ouais. Il paraît qu'il n'est pas si terrible que ça par rapport au Rafale, c'est vrai? Ah oui. Ah oui. C'est un avion qui a marqué son efficacité hein, depuis un moment. Mais on voit quand même que ces histoires de chasseurs-bombardiers de ce type, ça marche que contre des pays faibles. Ça marche contre la Libye, ça marche contre l'Irak. Ça marche pas contre la Syrie. Même contre la Syrie, non, c'est déjà. ça sert à rien. Et contre l'Iran, je t'en parle même pas. Alors, Contre l'Iran, je t'en parle même pas. Donc tous ces avions ne servent, finalement, ont démontré récemment, parce que toutes ces histoires qui ont eu lieu récemment avec la Syrie, ont démontré au monde des tas de choses qu'on ne savait pas. Des tas de choses. C'est que le porte-avions, c'est de la ferraille qui ne sert à rien. Les avions qui vont dessus, c'est de la ferraille qui ne sert à rien, à partir du moment, bien sûr, où les Russes appliquent leur technologie, et notamment spatiale, parce que tout ça, c'est détectable par satellite, hein, et que finalement, si tu prends le fameux scalp, ouais, le fameux qui est un scalp. total shoot and forget, qui reconnaît sa cible par vision, qui n'a pas de signal radar, il a quand même une portée de 250 km. C'est pas terrible. Hein. Donc il faut que le Rafale, il aille pénétrer, alors que on va voir que les S-300 PMU-2, ils ont une portée de 450 km. Ah ouais, alors là, ça le fait Ça pas. n'a plus rien à voir. Ouais. Donc là, ils peuvent se les garder, hein. Ça le fait pas. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'en fait, on aura envoyé nos Rafales, on serait tous fait dégommer. Quoi. Ah, tous dégommés. Ah ouais, ouais. Ça aurait été une catastrophe en fait. Ah bah oui, bah oui. Finalement, c'est pour ça. Est-ce que dans cette guerre finalement qu'ils ont évité, c'était pas un grand coup qu'allaient porter les Russes aux Occidentaux, quoi, tout entier, les Français, C'est un coup énorme qu'on n'a pas fini d'en mesurer toutes les conséquences. Énorme. Parce que sur le. Parce que les ouais. autres, ils ont emballé leur porte-avions la queue entre les jambes, ils peuvent aller directement les foutre à la ferraille. Ils Ouais, peuvent aller. Là, on a vu des vidéos, vous avez vu des vidéos avec ce missile qui rentre dans la flotte, qui sort. Donc les Russes, ils ont un missile comme ça. Mais on va le repasser de toute façon. On va le repasser. Hein, il n'est pas seulement furtif, il est sous-marin. C'est incroyable. Il est sous-marin, puis paf, il peut ressortir. Il peut ressortir, replonger. Donc ils ont des technologies de fou. De fou. Et puis c'est des technologies qui quand même coûtent moins cher qu'un Rafale. Il faut voir, un Rafale, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est une fortune, quoi. Incommensurable. En plus, avec le pilote qui est formé pendant des années par ce truc-là, quoi. Tu sais que les pilotes de Rafale ont un casque. Tu as entendu parler de ça? Non, vas-y, ouais. Enfin, Casque spécial. Ouais. C'est-à-dire que au lieu de viser la cible, tu vois, tu as les avions, ils ont une cible avec un collimateur, pouf, ils appuient. Donc le casque c'est le pilote qui regarde la cible. Donc c'est le casque, la direction de la vision du pilote à travers la cible qui désigne la cible. Tu vois? Donc le pilote, il est là, il voit l'avion à détruire là, il fait ça, paf, ça y est. Ouais, c'est sophistiqué. Ah ouais, d'accord, ouais. Hein, mais je savais pas que c'était comme ça obéit à la vision. C'est-à-dire, il regarde le truc, il suffit qu'il regarde, il est dans la vision, il appuie. Il regarde et il appuie, et puis c'est bon. Et donc la cible a été prise en compte, et donc elle est détruite. Donc tout ça, ça coûte énormément. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais contre un S-300, ça sert à rien. Ça sert à complètement rien. Voilà. Donc on voit très bien. Et alors on voit que ces systèmes d'armes russes, alors on va voir. Là, c'est la vue, t'as passé une vue. La vue 30, la vue 30, c'est le S300, le fameux. S300. Alors c'est ça le fameux alors, S300. S400, tout ça, c'est le même type de matos, et que en fait, ça change par les missiles qu'on va mettre dans les tubes. Tu vois les tubes là, ouais, les gros tubes, on les voit. Donc, hein, c'est un système multi-range et multi-missile. Tu peux mettre des missiles de différentes portées
dedans. Et donc, finalement, quand on parle de S300, de S400, ça veut pas dire grand-chose, puisqu'on peut upgrader un S300, S400, selon les missiles qu'on va mettre à l'intérieur. Puis il y a même les S500 derrière. Et donc, on va voir que sur le S300 de base, Ouais. hein, le missile lui-même, il fait Mach 6,5, Ah ouais. 6,5 fois la vitesse du son. Je ne sais pas si vous voyez le Ça va vite, ça dit donc. Mach Ouh. 6,5. Et donc, la portée de ce S300 est de 120 km et de 40 km contre un missile balistique. Donc, il est aussi antimissile. Hein. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, alors, par contre, donc, le S400, il a des missiles qui vont jusqu'à 400 km. 400 km. 400 km. Waouh. Alors, donc, les missiles S-300, alors ça dépend parce que les missiles 46 N, on peut mettre 48 N6, différents types de missiles dans les tubes, et suivant les objectifs qu'on veut s'assigner. Mhm. Donc, les S-300 ont 6 missiles à Six l'intérieur. missiles, ouais. Hein. Donc, ils arrivent au milieu de l'escadrille. Mhm. Et donc, Et puis là, il se. et donc les D'accord. missiles qui sont à guidage thermique, chacun, donc vont aller prendre le missile ennemi. Alors par exemple, on peut imaginer les Russes qui balancent des S-300, on va dire, sur la flotte américaine. Au moment où ils pénètrent, donc comme tu dis, la fameuse bulle américaine, Mhm. en fait, ils se séparent en plusieurs missiles. Et, voilà. Alors, C'est ça, compliqué pour les radars, du coup, pour... voilà, voilà. l'idée, c'est même d'envoyer des salves, hein, parce qu'on voit, donc ils ont des salves ils ont des tubes de 4 tubes. Donc 4 tubes qu'ils envoient, donc 4 tubes de 6 chacun, 6 x 4, ça fait Ça fait 24. déjà 24. Alors, Ça phase fait de tube, ça fait 24. Alors 48, comme ils ont déjà d'accord. beaucoup de batteries, donc ils travaillent comme ça par salve et puis par attaque extrêmement rapide. Ceci étant dit, on ne les a jamais vus marcher en théâtre d'opération, mais les Américains n'ont pas voulu se frotter à ça. Hein. Euh, Ils en ont, en plus, beaucoup parlé dans la presse. Hein. Quand Voilà, même, tout le monde a parlé de ça parce que tout le monde s'est dit, tiens, est-ce que les Syriens vont en avoir, Et pas en voilà la avoir? grande Il y question. a eu l'histoire de l'Iran. Exactement. Est-ce qu'à un moment donné, il y avait Medvedev qui avait supprimé la commande de S-300 à l'Iran et finalement Poutine va les livrer. Et donc, finalement, s'ils font toutes ces histoires, c'est qu'ils jugent quand même que le système est extrêmement dangereux. Oui, puisque Pour, même tu nous expliquais, on avait rappelé que les Chinois avaient acquis cette technologie ouais. aussi un peu. Et donc du coup, les Américains sont plus les maîtres absolus de la mer de Chine. Non, voilà. Hein. Donc, voilà ce problème de fond. Alors aussi, dans les dernières vues, là, je parlais un peu des sonars, mais bon, j'ai parlé de beaucoup de choses. Donc, on sait que dans les moyens de détection, il y a les moyens de détection aériens, mais aussi il y a les moyens de détection sous-marins. Donc, il faut dire que dans un dispositif, dans une escadre, il y a maintenant des navires spécialisés. Ouais. Hein. Donc, c'est plus comme avant, chaque croiseur avec ses canons. Ces canons, Voilà, oui. maintenant, tu as les navires de défense antiaérienne, les navires de défense anti-sous-marine et tous les navires de brouillage, de détection, de ravitaillement. Et donc, en fait, donc si on voit la dernière image, donc la C'est la vue 32, 32. hein, on voit le dispositif avec l'Abraham Lincoln au milieu, avec tous ces navires qui vont justement créer cette bulle électronique au-dessus et en dessous et empêcher donc l'intrusion
d'un attaquant quelconque. D'accord. Voilà, bah, s'il y avait des questions. Alors, je ne sais pas si on a des questions sur le chat. On n'a pas bien vu le sonar. Tu devais Le nous montrer sonar, une bah petite oui, vue bah, quand on même va sur le passer sonar. C'est la vue, la la vue vue 31, 31. Ouais. donc on voit les systèmes de détection sous-marine. En fait, ça consiste à laisser traîner derrière le navire un espèce de tube de poisson qui reste dans l'eau et qui envoie ses impulsions hein, permanentes en sonar pour aller détecter s'il y a des coques en dessous. Donc comme il y en a plusieurs, tout autour du dispositif, qui va entourer le dispositif, donc les sous-marins, théoriquement, ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du... On les repère de combien de kilomètres à peu près de loin? Bah, ça dépend où ils sont. Hein. Le dispositif naval va s'étager sur une cinquantaine ou sur 100 km à peu près. Hein. Voilà, une fois qu'il va s'écarter. Donc, c'est-à-dire là, en face des côtes de Syrie, il y avait donc la marine russe qui était à combien de temps à peu près? Parce qu'on sait qu'ils ont une base navale à Tartous, c'est ça, les Russes? Oui, Donc ils étaient, on va dire, bon bah ils ont leur base navale, donc ils peuvent faire acheminer tout le nombre de bateaux qu'ils veulent, mais ils étaient jusqu'à quoi? 100 km, 200 oui, km à peu près à peu près de des leur côtes base navale. syriennes, Mais d'accord. le but, en fait, ils étaient ravitaillables. C'est pas parce qu'ils avaient une base navale. Ils peuvent faire le même coup partout. Hein. C'est-à-dire, eux, à partir du moment où ils ne veulent pas qu'un pays soit attaqué, il suffit qu'ils mettent leur dispositif naval devant les côtes. D'accord. Voilà, ils se mettent là, puis voilà. Ce qu'ils n'ont pas fait en Libye, du coup ils auraient pu empêcher la guerre de Libye Ah réellement. bah, ils auraient pu, bah, bien sûr. Mais il faut voir que ils ont fait un défaut d'analyse. On va un peu parler politique, si tu veux. Moi, j'ai rencontré ces dirigeants chinois, surtout les Shintok, mais les Russes, c'est pareil. Eux, ils pensaient qu'étant passés au capitalisme, ils étaient préservés des États-Unis. Parce qu'ils pensaient dans leur petite tête qu'il y avait un conflit entre deux systèmes économiques différents, le capitalisme et le socialisme. Donc ils pensaient ça. Et donc, ils pensaient qu'à partir du moment où ils passaient au capitalisme, ils allaient ne plus être attaqués par les États-Unis. Ils pensaient que le but des États-Unis était purement idéologique. Ouais. Dire voilà, on veut que la Chine et la Russie passent au capitalisme. Alors, ils ont fait une analyse grossière. C'est-à-dire, c'est un défaut d'analyse de ce qu'est l'impérialisme. Ils n'avaient pas lu Lénine, malheureusement. S'ils avaient lu Lénine, ils auraient pu comprendre que, passant au capitalisme, il restait une cible de la même manière qu'en étant dans le système socialiste. Donc on voit bien que la guerre froide ne s'est jamais terminée, Bah, non, qu'il y a c'est toujours eu agression contre la Russie. Ouais. Et ce qu'ils veulent, c'est mettre la main sur la Russie. Ils ne veulent pas que la Russie passe au capitalisme. Ils s'en foutent complètement. Ils veulent mettre la main sur le Heartland, sur la Russie et sur la Chine, qu'ils soient capitalistes ou n'importe quoi. C'est pas le problème. C'était pas le problème. Ouais. Et ils n'avaient pas compris ça. Alors que ce soit Thierry Messant au contact des Russes et moi-même au contact des Chinois, on passait leur vie à leur expliquer qu'ils faisaient une erreur grossière, qu'ils seraient la cible de la même manière. Et en fait, la Libye, Et ça a vous été voulez quoi? pas Ça a nous été un croire. déclencheur, justement. Hein La Libye, ils ont compris Alors, beaucoup de choses la Libye, à ils cause ont de la compris, Libye. la Libye, ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir. Et là, ils ont enfin compris qu'ils étaient des cibles réelles de l'impérialisme. C'est ce qu'on a senti, parce que le revirement, je veux dire, la Libye, à un moment donné, on a bien vu que la Chine et la Russie ont un peu presque laissé couler sans donner un blanc-seing à l'Occident. Mais bon, il faut dire que l'Occident a outrepassé toutes les limites, parce qu'on a donné un petit article, une ligne d'une résolution, on en a profité pour faire la guerre, en disant on a l'excuse. Ce qui n'était pas vraiment le sens de la résolution 73, en 1973. Donc, du coup, effectivement, on sent que les Russes, à ce moment-là, les Chinois, qui pestent, parce qu'on voit Poutine, il est hors de lui pendant toute la guerre en Alors, Libye. il y a déjà l'effet Poutine lui-même. Poutine, il était le chef du KGB
Ouais. Et donc il avait quand même une formation politique élevée et était capable de comprendre ce qui se passait. Hein. Pas comme un simple stupide apparatchik. Et donc il a, je pense, compris très tôt que le fait que la Russie soit revenue au capitalisme ne changeait absolument rien pour les États-Unis. Voilà. Donc ça, il a compris ça. Et chose que tout le monde n'a pas compris en Russie, c'est pour ça qu'il s'est trouvé en opposition avec un certain nombre d'individus, et notamment avec Medvedev. Et donc il a fallu donc cette épreuve de force entre les nationalistes et les occidentalistes en Russie. Maintenant, le peuple a finalement lui-même bien compris le problème, que les autres n'en voulaient pas au socialisme et à l'URSS en particulier, mais en voulaient à la Russie. Hein, c'est ça le problème. Donc, à partir du moment où, les Russes ont compris que l'histoire de la guerre froide d'avant socialisme, ou qu'on appelle communisme bêtement, socialiste, capitaliste, c'était du pipeau complet, que les Chinois ont compris aussi ça de la même façon. Ils ont changé d'état d'esprit, ils ont changé de posture de défense, et que maintenant, ils ont dit, ben voilà, les mecs, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Maintenant, c'est terminé. On va armer l'Iran et on va défendre tous les pays qui sont agressés de cette manière-là. Voilà. Donc, Ils ont changé, ils ont un peu vu, genre la Libye, ce sera votre dernier forfait, quoi. voilà, c'est votre dernier, voilà, on ne tolérera plus rien. Et donc, et là, Poutine, il avait le choix, soit l'épreuve de force qu'il a choisi de le faire, abandonner le terrain. Ouais, ouais. Il est allé loin parce que je trouve. Il a été loin. Il avait aussi fait une épreuve de force au moment de la Géorgie. Puisque quand la Russie avait envahi la Géorgie, donc pour les deux républiques, hein, l'Abkhazie et l'Ossétie, on a trouvé encore une formule diplomatique pour sauver la face des États-Unis, parce qu'on a dit oui, on va mettre une force d'interposition. En fait, c'est les soldats russes qui ont changé, qui ont mis des casques bleus, quoi. Donc c'était un peu pour sauver la face des États-Unis, parce que clairement, dans cette affaire géorgienne, l'OTAN aurait dû intervenir, puisque la Géorgie est membre de l'OTAN, et l'OTAN était clairement, on va dire, la Géorgie agressée par la Russie, donc en théorie, l'OTAN aurait dû venir au secours de la Géorgie. Bah, on voit que déjà depuis un moment, l'OTAN hésite à se frotter à la Russie. Quoi. Oui, c'est ça. Que je cherche que des faibles. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est bon pour la France. Oui, voilà, là, aller dessouder Gbagbo à l'arme lourde, ça d'accord. Voilà, 25 blacks, les Kalash, c'est bon pour les sous-marins russes, là, déjà, on hésite un peu plus. Là, parce que... Donc, tu vois, nous, la France, on est lié à quelques pseudo-terroristes dans le désert, quelques blacks, sans défense, ça c'est bon, on va pas aller très loin. Oui, voilà, mais qu'il s'agit, parce que c'est un peu ça, on a l'impression que les confrontations, à chaque fois où il y a eu une crise entre l'OTAN et la Russie, ça fait 2 fois pour moi que Poutine sort vainqueur. Hein. Là, il y a eu la Géorgie, maintenant la Syrie, c'est pas des minces affaires, parce que l'affaire de Géorgie, Sarkozy, il était parti à Moscou à jouer les réconciliateurs, éteindre le feu. Poutine, il était d'une froideur absolue, intransigeant. Je me rappelle d'une conférence de presse où il dit si l'OTAN veut la guerre, ils seront la guerre. Enfin, c'était d'ailleurs image que j'avais vue sur Ruchatoulla, que j'avais pas vue du tout sur les chaînes françaises. Hein. Ils avaient évité de montrer Poutine sans l'OTAN. Et sur les chaînes françaises, on disait oui, bon, avec le langage diplomatique, il est fâché, bon, la Russie, etc. Et puis Sarkozy qui a, on va dire, allez, sauver l'affaire un peu pour le compte des États-Unis, mais on a senti que l'OTAN veut pas se frotter aux Russes. Hein. C'est ce que tu nous as montré là, c'est ça. Elle veut pas parce que ils sont plus dans la guerre dissymétrique et ce serait une vraie guerre de confrontation avec des pertes importantes de part et d'autre. Hein. Les Russes auront aussi des pertes. Mais on a très importantes. Ça leur fait plus peur aux Américains ces pertes que les Russes. Alors il faut dire que les Russes ont toujours fait preuve d'un courage, une détermination sans borne dans toutes les confrontations historiques. Que ce soit contre Napoléon ou contre Hitler. Hein, donc le peuple russe est un peuple nationaliste, foncièrement nationaliste, qui défend toujours sa patrie, la mère patrie, comme ils disent, et que et donc voilà, défendre sa patrie, c'est défendre sa maison, c'est défendre son bien, c'est ne pas être soumis
Et comme nous sommes soumis à payer notre putain de dette, hein, comme des abrutis. Voilà. C'est ça la posture différente. Ouais, une posture différente parce que les Américains, ils sont pris quand même aussi. Parce que là, on a rappelé, donc c'est raclé moins visible, mais il y a d'autres raclés dans l'histoire. Parce que on nous dit que c'est une arme invincible, c'est faux, puisque là, tu vas nous démontrer que déjà au Vietnam, c'est une catastrophe. C'est une défaite militaire. Faut le dire. Faut pas jouer sur les mots. Oui, ils sont partis, mais presque on a l'impression, oui, ils ont épargné les Vietnamiens, mais non, mais ils sont pris une raclée, quoi. Ils sont partis parce que ça devenait trop gênant finalement. Et il y a un deuxième épisode qui est très très peu évoqué, c'est la guerre de Corée. Il y a eu un épisode contre la Chine où MacArthur, il se fait, d'ailleurs, il se fait destituer après parce qu'il se prend une raclée contre les Chinois. Ça, c'est pas su dans l'histoire non plus. Et même ce qu'il voulait MacArthur, c'était balancer la bombe atomique. Balancer la bombe atomique, et c'est fort, je crois, le président, qui à l'époque, il arrête, qui lui dit, mais non, mais c'est de la folie, il faut arrêter, puis il le destitue, MacArthur. C'est le grand héros de guerre parce qu'il dit, il est complètement fou. Il veut nous emmener dans un conflit mondial atomique, puisque, évidemment. Mais ils sont pris raclés par les Chinois, quand même. Ils sont pris une raclée par les Chinois et par les Vietnamiens. Et après, ils ont fait une pause et ils se sont mis à attaquer des gens qui pouvaient vaincre, quoi. Hein, donc, ils se sont dit, et puis, on a souvent parlé aussi du terrain au Proche-Orient qui est plus favorable à terrain désertique, etc. Moins qu'une jungle, ou même l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, c'est parti pour être une autre raclée. Ça, on va en faire le bilan bientôt, je pense. Alors ça, on parlait de la guerre dissymétrique, on va faire asymétrique. Donc la guerre asymétrique, c'est la guerre du faible contre. C'est-à-dire le faible, lui, va chercher à obtenir des avantages politiques, même s'il a des pertes. Donc ce sont toutes les guerres anticoloniales, comme les Vietnamiens contre les Français, ou les Algériens, ou toutes les guerres de libération nationale, sont des guerres dites asymétriques, parce que le FLN n'a pas vaincu militairement l'armée française, mais l'a vaincu politiquement. Donc c'est ce qui a été cherché, quoi. Hein. C'est le gain politique. Comme aussi en Syrie, la Syrie commence à obtenir un gain politique, hein, plus qu'un gain militaire. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est non, parce que c'est je trouve certains épisodes comme ça où on nous présente sans cesse les États-Unis avec cette machinerie, parce qu'on sait effectivement, tu l'as montré, un budget incroyable de l'armée américaine, la moitié du budget mondial, on le rappelle. Hein, donc c'est-à-dire que vous prenez le budget mondial de toutes les armées, la moitié c'est juste pour l'armée américaine. Et si on prend le 3/4 avec l'Union européenne et les pays, on est quasiment dans le 3/4. C'est un peu ça le rapport de force dans le monde. C'est un peu ça le rapport de force. Mais avec beaucoup de ferraille et beaucoup de choses qui ne servent pas à grand chose et qui ne servent que dans leur politique de choc et de terreur, de bombardement aérien, face à des gens qui ne peuvent pas se défendre. Donc voilà. Mais face à des gens qui ont des moyens de se défendre, même des moyens limités, parce que les Russes, ils ont quand même des moyens limités. Les fameux tueurs au porte-avions, il n'y en a que deux. Hein. Il n'y en a que deux. Voilà, donc c'est pas beaucoup. Donc, tandis que les porte-avions, il y en a 20-25, quoi. Donc il y a quand même là aussi une disproportion, mais ils jouent par la dissuasion et les autres reculent par les pertes qu'ils auraient forcément, alors que d'habitude ils n'ont pas l'occasion d'en avoir. Puis la Chine se dote d'une marine aussi. Ça, alors la Chine, c'est une autre affaire. Donc on va parler deux mots du collier de perles. J'ai pas pris la carte de ça parce qu'on n'a pas trop parlé de la Chine. Tu veux, la Chine, c'est l'objectif. Aussi, c'est un objectif d'autant plus important que la Chine est riche industriellement et que les États-Unis possèdent toute leur industrie là-bas. Donc pour eux, il importe de contrôler ce pays. Et contrôler militairement, donc ils mettent un gouvernement à leur botte, comme ils ont fait au Japon. Et donc, ils ont entrepris un encerclement de la Chine en base militaire, hein, que ce soit maritime, en prenant des îles de Corée, du Japon, et puis en portant des bases militaires aussi en Asie centrale. Mais là,
ça n'a pas trop pris parce que, par exemple, tu as l'exemple de Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, ouais. Oui. Donc ils se sont fait finalement jeter. Voilà, ils sont partis la queue entre les jambes. Mais c'est quoi? C'est la pression russe, ça? C'est la pression russe, bien sûr. Russe et chinoise. Russe et chinoise, ouais. Voilà. Et donc, les Chinois répliquent ça par leur politique dite du perle. Donc, comme ils n'ont pas de pavillon, ils en ont qu'un. Donc, ils ont racheté des îlots en mer de Chine, en océan Indien, hein, tout un chapelet d'eau qui vont jusqu'à la mer d'Oman. D'accord. Voilà. Pour leur approvisionnement de ces îlots, ils ont fait des bases. D'accord. Des porte-avions fixes. Parce que la Chine, une de ses plus grandes craintes stratégiques, c'est que les États-Unis puissent un peu lui couper son accès au pétrole, parce que c'est ultra, elle est très dépendante du pétrole. C'est difficile à comprendre parce que la Chine produit l'essentiel de ce qui est consommé aux États-Unis. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas couper les vivres à la Chine complètement. Donc, la Chine n'est pas totalement un ennemi. Et d'autant plus que les Chinois possèdent en grande partie la dette états-unienne. Ouais. Donc, c'est quelque part un partenaire. Mais c'est un partenaire que les Américains voudraient contrôler. Donc, ils voudraient le contrôler en virant le Parti communiste chinois, qui est plutôt un parti nationaliste, plus que communiste, et pour mettre des marionnettes. Ouais, comme ils font partout. Comme ils font partout. Donc ils font cette pression militaire pour ça, essentiellement pour ça. Donc, les rapports sino-américains sont toujours des rapports qui sont toujours extrêmement ambigus. Mais récemment, quand même, les Chinois se sont mis sur une posture différente, une posture qui est de moins en moins accommodante. Bah, j'ai l'impression que moi, justement, les Chinois, on les entend de plus en plus sur le plan international. Ils font revendiquer leur voix, ils se font entendre. Et j'ai aussi le sentiment qu'ils sont un peu comme les Russes, dans une espèce de confrontation un peu, alors moins affirmée que Poutine, mais de ne pas se laisser faire par les Américains. Bah, ils ont changé depuis la guerre de Libye. Hein, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Bah, on a vu qu'en Méditerranée, ils avaient envoyé la marine chinoise. Quoi, en observation, pour voir comment ça se passait. C'est un petit signe quand même. Un peu genre, bon, ça fait un peu... Moi j'ai interprété ça comme un signe, quoi. Point de vue diplomatique, je vous envoie un signal fort quand même, en vous disant, attention, ouais, on observe, mais on est là, quoi. Il n'y a pas des questions? Alors, sur le chat, je ne crois pas. J'ai mis le... je vais essayer de regarder. Bah, sinon, s'il n'y a pas de questions, on va... Ah oui, d'accord, il y a un problème de connexion Internet. Bah, il y a un petit problème sur cet ordinateur. C'est peut-être pour ça qu'on ne voyait pas de questions. Donc, il va voir. Mais effectivement, donc les Chinois, parce que là, clairement, donc tu penses qu'au niveau de la Syrie, ça va faire vraiment évoluer les stratégies militaires et les armements à cause de cette histoire de Syrie? Alors, on peut présumer un certain nombre de choses, c'est-à-dire que les Américains peuvent prendre la leçon, s'ils peuvent, compte tenu de leurs faibles moyens financiers, ils peuvent s'apercevoir que ces porte-avions ne servent plus vraiment à grand-chose. Ils peuvent aussi essayer de trouver d'autres politiques. Ils ont déjà, avec la Libye et la Syrie, si tu veux, un peu changé en mettant en avant des terroristes en lieu et place d'armées régulières. D'accord. Le terroriste islamiste, c'est quand même une arme intéressante, puisqu'elle n'est pas chère, et puis elle est quand même assez efficace. Hein. Ouais, bah, en plus c'est pratique, c'est un peu comme pratique, le corsaire, on agit sur le drapeau. Tu prends un abruti, tu lui fais une calache, puis il va au casse-pipe, puis il se fait tuer, t'en prends un deuxième. Ouais, c'est ça, ouais. La source est quasiment inépuisable. Alors, il y a quelques questions, je vois. Alors, il y a Thomas. Suite de mon message, quelle technologie chinoise a été utilisée pour se permettre un tel coup à la barbe des marins américains? Ah, alors, attends, peut-être. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs suites à la question. Alain, te rappelles-tu de ce sous-marin chinois qui a fait surface au beau milieu du groupe aéronaval américain il y a quelques mois ou années?
Et après, il a une autre question. Que peux-tu dire de l'utilisation probable d'un missile à charge EMP chinois en guise d'avertissement contre les USA à cause de la Corée du Nord et des exercices militaires avec la Corée du Sud? Je sais pas, t'as entendu parler de ça? Je suis moins au fait de l'armement chinois, mais donc les Chinois font un très très gros effort en matière de recherche militaire. Ils veulent rattraper leur Très gros effort. Ils ont mis des gros moyens et donc on sait qu'ils ont des ingénieurs de haut niveau. Ils envoient des fusées dans l'espace. Ils ont des satellites. Ils ont l'objectif de débarquer des Chinois sur la Lune. Et donc on pense qu'ils ont certainement amélioré ou utilisé des moyens russes. Et on sait que les Russes ont été avancés dans la technologie des sous-marins de manière à ce qu'ils aient une trace sonore la plus faible possible. Ouais. C'est comme ça qu'on repère avec les traces sonores. Hein, voilà, par le bruit et puis par les sonars. Donc on sait que ces Russes ont mis au point ces sous-marins qui sont difficilement détectables et peut-être que les Chinois ont réussi à faire un sous-marin furtif, hein, qui ne réponde pas au sonar et qui soit suffisamment silencieux. Ça c'est possible. Alors effectivement, de voir émerger un sous-marin au milieu de son dispositif, c'est montrer à l'autre, tiens, coucou. C'est un peu... Tu vois, je vais te dire, c'est énorme quand même, c'est assez énorme par rapport à tout ce que tu nous as expliqué avec Bulle, etc. Donc c'est un peu... parce que normalement, il n'a pas à être là. Quoi. Un peu, voilà, ils auraient dû... Même en temps de paix. Voilà. Même en temps de paix, il n'a pas à être là. Quoi. Donc, effectivement, c'est quand même un coup. Tandis que sur l'autre question, donc j'ai pas de réponse particulière, mais ça va aussi dans le sens de l'effort considérable. Alors les Chinois aussi, ils ont le pognon. Hein. Ouais, ils ont le pognon, donc ils ont une industrie d'armement. Ils ont une industrie d'armement, ils ont un complexe militaro-industriel, une puissante industrie d'armement. Ils fabriquent des avions de combat, ils fabriquent tout type d'avions maintenant. Ils ont des fortes capacités de construction navale. Voilà. Donc, donc il leur manque un peu de technologie qui vont rapidement dire, quoi, à mon avis. Voilà, parce que les grands pays, parce que les grands fabricants d'armes, les grands pays, on sait, fabricants d'armes, donc les États-Unis, France, Russie, Chine et Angleterre, en gros. Israël aussi, peut-être. En premier, les États-Unis, en deuxième, la Russie. Je pense que la France, qui était troisième producteur, est passée cinquième rang. D'accord. Et donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne. L'Allemagne, on oublie souvent. Ils ont beaucoup de technologie aussi. L'Allemagne, ils en fabriquent. Alors, dire que pour la France, il y a eu une mésaventure qui s'est passée à la suite de la guerre d'Irak. Quand il y a eu les Malouines avec l'Exocet, l'industrie d'armement a été surchargée de commandes. Tout le monde s'est dit qu'on peut niquer des Anglais, acheter français. Voilà. Donc, à ce moment-là, moi j'avais une entreprise de mécanique j'avais mis au point un système de CFAO et qui était très utile pour fabriquer des pièces d'armement. Et donc, l'industrie française était extrêmement impliquée dans cette industrie d'armement. Bon. Quand il y a eu la guerre, les Américains étaient équipés pour beaucoup en armes françaises. Notamment, ils avaient des super étendards avec des exocets. Les exocets ont été invalidés. On pouvait les verrouiller de l'extérieur. Hein, donc les exocets irakiens ont été rendus inutilisables, autant que les super étendards. Tu vois? Donc c'est un peu dégueulasse, c'est-à-dire qu'ils achètent des armes et on peut quand même pas les pu, activer à distance. voilà. Alors, donc c'est politique, quoi. Voilà, puis c'est les Américains qui sont obligés de faire ça, bien sûr. Donc ce qui fait que les gens qui avaient acheté des armes françaises se sont dit, tiens, je vais acheter des trucs, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Et donc à ce moment-là,
l'industrie d'armement française a plongé tout de suite, hein, et avec toute l'industrie mécanique qui était basée là-dessus, ça a plongé radicalement. Et donc la France a reculé du troisième rang au cinquième rang en matière de producteurs d'armes. Alors il faut dire que quand même, une industrie d'armement, c'est un gage d'indépendance, Ouais. et que évidemment, là, on en a pris un coup, et donc les Américains là, ont bien joué encore, hein. Parce que donc ils ont racheté, alors justement pour finir sur l'armée française, ils ont racheté une grande partie de notre industrie d'armament, quoi, en fait. Alors, Ils ont avalé, quoi. oui, ils l'ont avalé, c'est même pas racheté, on leur a donné pour une bouchée de pain, parce que ils ont racheté ce qui était de l'univers Matra, parce que tu avais Inès, l'univers d'assaut, hein. Donc, tu avais Matra, tu avais Aérospatial qui avait déjà concentré un grand nombre d'industries comme Nord d'aviation et des choses comme ça. Eurocopter, tout ça. Oui, oui. Et donc, tout ça a été. Alors, Eurocopter, ça a été refilé avec les Allemands, hein. Hein, tous les hélicoptères français, toute cette capacité, grosse technologie de fabrication d'hélicoptères a été refilée aux Allemands. Beaucoup ont été refilés aux Anglais. On a vu le scalp, des choses comme ça. Et donc, finalement, on a perdu toute cette technologie, quoi. Elle est maintenant rentrée totalement dans le domaine de l'OTAN. Elle n'est plus française. Terminé. Ouais, c'est fou. Et les Rafales sont encore français, mais on est interdit d'en vendre. Donc, finalement, l'industrie française d'armement est morte. Elle est morte. C'est fou, quoi, c'est fou. Et tout ça, donc, à la fin, c'est l'indépendance nationale, quand même. Voilà. Voilà, les questions de défense. Donc, c'est des questions sur lesquelles on reviendra parce que c'est des questions très très importantes. D'ailleurs, on peut bien inviter ici des représentants de l'armée parce qu'il y en a beaucoup qui sont en colère, hein. Il y a énormément de militaires français mécontents de la politique de défense depuis l'arrivée de Sarkozy, mais qui continue évidemment sous Hollande, puisque bon, c'est la même politique, c'est pareil. Mais voilà, sous Sarkozy, on a amorcé, on va dire, le démembrement de l'armée française, on peut parler de ça, et ça continue, et il y a de plus en plus de militaires qui pestent. Armée qui n'a plus de capacité de défense, qui a une capacité d'intervention sur quelques théâtres extérieurs, hein, avec des spécialistes super armés, des armes sophistiquées, en petit nombre. Mais le rôle de l'armée, c'est quand même de défendre l'indépendance nationale, chose qu'elle ne fait pas. Oui, voilà, ce qu'elle fait pas en Afghanistan ou au Mali, quoi, vraiment, clairement. Elle ne joue pas ce rôle, hein. L'armée devrait être garante de l'indépendance nationale, mais là, on ne les voit pas. Il devrait être sur Champs-Élysées avec les chars à virer les connards, puisqu'on n'est plus indépendant. On n'est plus indépendant. Non, on n'est plus pendant, donc oui. Donc l'armée ne joue pas son rôle, c'est tout. Et alors, attends, dernière question. Je ne sais pas si tu es au courant. Une fois, on m'a parlé de généraux qui touchaient en fait en France des subsides de l'OTAN. Ah oui. Ouais. Donc qui étaient payés en gros pour pas faire grand chose et qui étaient grassement rémunérés par l'OTAN. Oui. Bah oui, il y a beaucoup d'officiers généraux qui étaient pour l'OTAN parce que justement en étant dans l'OTAN, dans le commandement intégré, donc ils étaient payés par l'OTAN et donc pour eux c'était bon, quoi. C'était une bonne chose. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont été achetés. Voilà. Bah, que les choses sont claires. Voilà. Non, Voilà, les choses sont claires, vous voyez, ça commence à être fini. En tout cas, c'est donc l'émission avec Alain. Merci d'être venu, Alain, pour cette émission spéciale, donc stratégie aéronavale, armement. Vous avez bien compris que la clé de compréhension en cas de ce qui s'est passé, c'est aussi de comprendre la situation militaire et le rapport de force qui a été déterminant. Il faut le dire, c'est vraiment une des clés. On va voir ce qui va changer, mais il y a des choses qui vont changer forcément. Oui, parce que les avions, en plus, on a vu les porte-avions américains sont repartis. Directement à la ferraille. Qu'ils iront rejoindre certaines les débris du World Trade Center bientôt pour faire de la ferraille. On sait qu'ils sont friands de ferraille. Pas d'appel à Giuliani d'ailleurs. Voilà, il y a des porte-avions à aller récupérer. En tout cas, nous, on se retrouve demain, comme d'habitude, de 21h
à minuit, donc sur metatv.org, c'est la libre antenne. Là, on va se regarder donc, les petites vidéos justement qu'avec concocté un petit mot sur ces petites vidéos de missiles. Là. Donc, j'ai vu plusieurs tirs. Oui. Donc, il y a des tirs de. Russian Power, j'ai vu donc, des armements russes. Voilà, donc il y a la fameuse torpille aérienne et maritime anti-sous-marin. Oui. Hein, donc c'est un missile anti-sous-marin, quelque chose de très très particulier. Les autres, ils n'ont pas ça. Hein. Il y a des tirs de Yaconte. Le Yaconte qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Hein, et puis à la fin, un tir de S-300. De S-300. Voilà. L'hymne russe d'ailleurs. Voilà, petit cadeau. On passera en dernier. Voilà. D'accord. Dédie ce dernier clip à l'armée états-unienne. Bon ben voilà, à l'armée états-unienne et grosse dédicace évidemment à tous les Syriens et au peuple syrien qui a réussi à résister à cette agression. Donc voilà, puis demain justement on vous présentera un reportage inédit sur la Syrie, une interview de Ahmed Manaï de Essar Medani. Donc une interview réalisée par la Brigade du TIC pour MetaTV. Donc interview exclusive demain à suivre donc, sur MetaTV. Donc on se retrouve demain à 21h comme tous les soirs sur metatv.org. À vous.